à tous. Mais Marco, vous avez vraiment échauffé la salle. Hein? Là, merci beaucoup Marco. Marco a beaucoup parlé des aspirations des personnes immigrantes et des aspirations de l'écosystème qui accueille ces personnes immigrantes. Donc, on va aller voir maintenant une situation particulière des personnes immigrantes qui ont l'aspiration de créer ou de reprendre une entreprise en région. Alors, nous avons 4 panélistes. Merci, chers panélistes, d'être là pour venir partager vos différentes perspectives sur l'entrepreneuriat et le développement de l'entrepreneuriat et du reprenariat en région. Alors, normalement, on avait 60 minutes. Il nous reste 45 minutes. On va faire avec. Alors, on va démarrer. On va avoir 5 questions. À chaque fois que je vais interpeller un panéliste en particulier, mais j'invite les autres, bien sûr, je vais vous donner un tour de parole, puis à rebondir aussi sur ce que le premier ou la première panéliste va avoir exposé. Alors, la première question, on y va tout de suite avec Philippe. Je vais la dire lentement parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Toujours les premières questions, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'éléments. Puis surtout, il ne faut pas trop répondre dans la première question parce qu'après, ça rebondit. Alors, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Quels sont les éléments facilitants et les barrières à l'entrée pour le développement d'une entreprise en région par une personne immigrante? Alors voilà un vaste sujet pour commencer, évidemment. On pourrait en disserter pendant des heures. On va essayer de se limiter, de faire court. Avant la facilité, évidemment, il y a les barrières. C'est toujours pareil. Hein, il faut traverser la barrière pour voir ce qu'il y a derrière. Donc les barrières, évidemment, c'est la perception de l'investisseur, de l'entrepreneur immigrant. On le voit, il y a toujours cette perception. On parlait tout à l'heure, la personne qui était là avant nous l'a dit. Il y a parfois une stigmatisation, il y a parfois une victimisation, mais surtout une caricature. Donc je pense que déjà de base, il faut éviter de tirer à boulet rouge sur les immigrants. Il faut les voir comme des gens qui viennent, on dit ce ne sont pas des produits non plus, mais des gens qui viennent enrichir une région, qui sont là, je dirais, pour se développer. Alors nous, on a la chance, évidemment, à Shawinigan, on parle un peu des barrières. Bon, je veux parler rapidement aussi des visas. Parce que, vous savez, moi je suis un homme de terrain quelque part, Shawinigan DigiHub, donc on voit un peu des gens qui ont fait toutes les démarches pour arriver sur notre territoire, et puis là ils attendent des documents d'immigration, donc certains, on voit des cas un peu intenses, ou des gens qui sont là depuis 2 ans, donc des startups, des entreprises ont besoin d'eux. On est en pénurie d'emploi, mais ces gens attendent des documents de l'immigration, et puis voilà, ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont sur le territoire, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Donc la stigmatisation, voir l'immigrant comme une caricature, quelqu'un qui ne parle pas bien français, qui arrive de loin, puis qui ne veut pas s'intégrer, je pense qu'on est au-delà de ça aujourd'hui. Accélérer les visas, évidemment. Et puis maintenant, pour le côté positif, parce qu'évidemment, il y en a aussi, je pense que il y a des municipalités, et puis je salue le maire de Shawinigan qui est ici. Il faut aussi avoir une certaine forme de courage politique. L'attractivité n'est pas un tout, il faut aussi avoir un plan parce que il faut avoir des logements, il faut avoir du travail aussi, il faut avoir ça c'est quelque chose des dossiers qu'on travaille au jour le jour, et puis avec une vision un peu plus large. Mais il faut avoir aussi des tiers-lieux. Donc c'est pas évident de bâtir un DigiHub en région. Hein, il faut vouloir avoir une vision. C'est vrai que du jour au lendemain, on voit pas l'intérêt. Mais au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, quand ça devient un aspect attractif, on voit que l'investissement n'a pas été en vain. Et je pense que un immigrant qui veut aller dans les régions doit retrouver un peu tout ce qui pourrait lui convenir dans une métropole. Donc il doit quand même le retrouver quelque part. Et je pense que le travail qui est fait avec mes collègues d'ailleurs de Shawinigan, puisqu'on peut parler du SANA, on en reparlera après, le service d'accueil des nouveaux arrivants qui est important, on parlait des familles. Un immigrant arrive parfois et est célibataire, comme je l'ai été quand je suis arrivé à Shawinigan. Est-ce que pour certains, il reste célibataire, pour d'autres... Je me permets de vous le demander parce que Marco nous a signifié que lui
était arrivé célibataire, était reparti célibataire. Voilà, Vous êtes mais resté... c'est pas mon cas. Moi, je suis arrivé célibataire et aujourd'hui, je participe à la natalité du Québec, on va dire. Voilà. Félicitations. Ah ben là, c'est un double... Vous voyez, Marco, c'est quand même, hein, chacun son parcours. Hein. Voilà, donc je vais quand même laisser mes collègues dire deux mots aussi sur le sujet, mais évidemment, on pourra en parler longtemps. Donc, ce que j'entends pour vous, il y a le volet administratif qui est quand même un frein, une barrière. Il y a, dans les facilitants, de mettre une structure en place, puis que la volonté politique soit là aussi pour le faire. Macram, on va aller avec... Ça marche, ok. Oui, okay. Ils sont déjà... Moi, je vais l'aborder d'un autre côté, mais je reste dans la même lignée que mon collègue, c'est que les entrepreneurs immigrants, lorsqu'ils embarquent, le problème majeur, c'est l'inconnu, qui crée un sentiment d'incertitude. Et ça, cette incertitude-là va avoir un impact directement sur la proportion ou la version à prendre des risques de se lancer en affaires. Alors, et cette incertitude, pour résoudre ce problème à la source, il faut accéder à l'information. La question, c'est qu'ils disposent pas de l'information. Donc, accéder à la bonne information au bon moment. À ce moment-là, aussi, parallèlement, il faut l'accompagnement. L'accompagnement à différents stades d'évolution, que ce soit, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on parle de l'entrepreneuriat dans l'absolu, mais ça peut être démarrage, développement ou croissance, dépendamment du cycle de vie de l'entreprise. Mais l'accompagnement, il est majeur, surtout dans la phase embryonnaire, c'est-à-dire lorsqu'on est dans l'étape de la faisabilité, la viabilité du projet, de la rédaction du plan d'affaires jusqu'à l'étape de financement. Donc, toutes ces étapes-là, l'entrepreneur, le comité culturel ou l'entrepreneur immigrant, il doit être accompagné pour maximiser les chances et la probabilité de réussite de son projet d'affaires. Okay. Puis, est-ce que vous voyez une différence? Parce que un entrepreneur de longue racine a ce besoin aussi, je pense, d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les personnes immigrantes par rapport à cet accompagnement-là? C'est sûr, l'accompagnement, il est plus poussé parce que les comités culturels ou on va dire, les entrepreneurs immigrants, lorsqu'ils embarquent, ils ne connaissent rien ici. Ils n'ont pas d'expérience. Et l'un des éléments majeurs, lorsqu'un bailleur de fonds, je parle en mettant un bailleur de fonds, là, il évalue un projet, 50% le projet et 50% l'entrepreneur. L'un des éléments sur lesquels on met l'accent, est-ce que l'entrepreneur dispose du savoir et savoir-faire nécessaire pour bien mener à terme son projet d'affaires. Donc, est-ce que jusqu'à quel point il maîtrise son offre de produits? Est-ce que jusqu'à quel point il maîtrise son marché? La clientèle, la demande, la concurrence, distributeurs, fournisseurs, grossistes, est-ce qu'il a une bonne idée là-dessus? Et ça, il a besoin d'accompagnement pour bien maîtriser ces étapes-là, qui est un élément important pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir son projet d'affaires. Je vais me permettre une autre question, parce que vous êtes dans le volet financier et financement, l'accès au financement des personnes immigrantes. Est-ce que il y a des facilitants? Parce que c'est souvent ressorti comme une barrière. On en a parlé pour l'accès au logement, où une personne immigrante n'a pas d'historique de crédit. La même chose pour l'accès au financement dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des facilitants aussi pour les personnes immigrantes qui n'ont pas cet historique? Je parle dans l'absolu, peu importe, parce qu'il y a des bailleurs de fonds publics, parapublics, privés, mais il y a un dénominateur commun. C'est que lorsqu'on est sur l'étape d'évaluer la possibilité d'embarquer dans un projet, c'est qu'on va voir l'une des choses importantes pour les comités culturels, chaque fois que je dis comité culturel, c'est qu'ils n'ont pas un bilan personnel positif, généralement, parce qu'ils viennent d'embarquer. Soit ils n'ont pas, soit il est négatif. Ça, c'est un élément important. Les bailleurs de fonds le prennent, surtout les banques à charte conventionnelles. Ils vont prendre, parce qu'ils pensent toujours à leur caution, à leur garantie, au cas où les choses tournent mal, où on peut s'accrocher. Donc, bilan personnel, ça, généralement, ils n'ont pas l'assise financière forte pour avoir un bilan personnel positif. Ils n'ont pas un historique de crédit. Ils viennent d'embarquer. L'historique de crédit, il faut avoir des mois, là. Ça, c'est aussi un autre élément. L'autre élément qui fait que, c'est que la mise de fonds, parfois, elle est même pas là. Soit elle est là, soit elle est faible ou elle n'est pas là. Qui sont généralement des éléments cruciaux pour les financements. C'est un élément qui bloque. Est-ce qu'il y a des facilitants de l'autre côté, peut-être, qui se mettent en place? Je sais qu'il y a des programmes qui se mettent en place pour les entrepreneurs noirs. Il y a des différents fonds qui sont en train de se... Oui, effectivement. On a, par exemple, je parle où je travaille, Filaction, on a un fonds mosaïque, qui font afro,
fonds Mosaïque, c'est un fonds dédié pour le comité culturel. C'est pour ça que je dis comité culturel chaque fois. Et on a un fonds afro pour le comité noir. Et la même chose, les deux, c'est que le fonds a été créé de manière à s'adapter avec leur réalité d'affaires. Parce que les points que vous avez apportés, du monde qui embarque la première fois, ils n'ont pas d'expérience sur le marché québécois, ils n'ont pas les ressources financières suffisantes pour se lancer en affaires, et ils ne sont pas bien réseautés. Alors, la manière qu'on évalue leur projet, on ne voit pas de façon conventionnelle, c'est-à-dire à un prêt à terme normal, à un financement normal. Non, on va prendre en considération ces éléments-là pour acquis. Donc, il n'y aura plus cette barrière-là. Même si la cote de crédit n'est pas waouh, elle n'est pas là, il n'y a pas de problème. Donc, on va travailler de mettre ça de côté. On va l'aider à être bancable. Parce que nous, là, généralement, le problème, c'est l'accès au financement. Ça, c'est l'étape la plus cruciale. Je vous donne un exemple. J'ai une promotrice d'origine colombienne. La première fois, elle m'a approché. Ça date après 9 ans en arrière. Elle m'a appelé, c'était par hasard, je ne la connais pas. Je ne sais même pas comment il m'a mon numéro. Bonjour monsieur, bonjour. Puis il dit, en fait, j'importe, parce que, arrêtez-moi si je prends beaucoup de temps là, parce que j'adore ce projet-là. En tout cas, elle m'a dit, monsieur, en fait, j'ai un projet, j'importe du café de la Colombie et j'aimerais la commercialiser sur le marché québécois, canadien. Alors, je regarde, OK, c'est quoi ton expérience? On a commencé à parler un petit peu, mais il y a beaucoup d'éléments qui fait... il n'y a pas tous les éléments sont là pour aller de l'avant. Mais ce qui m'a attiré, la volonté. J'ai jamais vu une volonté de faire pour cette dame-là. Elle s'est déplacée, puis on s'est rencontrés physiquement. Par la suite, j'ai mis en contact avec d'autres bailleurs de fonds. Par la suite, on a fait un petit financement de 25 000, de rien. Elle a emporté le café en vrac de 40 kilos, elle le vend tel quel. Par la suite, l'étape de même pas un an, monsieur, j'ai trouvé, monsieur Makram, j'ai trouvé un local de production et j'ai besoin d'un financement pour le local, l'aménagement et pour la torréfaction de café. J'ai besoin d'un 75 000 ou 100 000, j'oublie. La même chose, on a embarqué une deuxième fois. Troisième fois, Makram, j'ai ouvert un gros café, c'est à Saint-Hyacinthe, un gros café, en même temps un espace de production, de torréfaction, etc. Makram, j'ai besoin d'un autre financement. On a financé. On travaille en collégialité avec les autres bailleurs de fonds. À tel point, il y a investissement, beaucoup de monde qui est embarqué. La dernière étape, ça fait 3 ans. Makram, j'ai besoin d'un financement pour ouvrir une usine. Elle va faire du café. Elle va le transformer en café en canette à base de nitrogène. Elle est en phase d'exportation. Pérou, les États-Unis, France, partout. Donc, on a commencé par un petit 25 000, on parle. Et là, on parle à peu près d'une trentaine d'employés, elle est en train de créer. Donc remarquez, il faut croire aux entrepreneurs de l'immigration. Ils ont beaucoup de potentiel, ils ont la motivation, ils ont tout, oui. Et si on le voit en premier coup d'œil, si on va les traiter comme étant des entrepreneurs conventionnels, c'est-à-dire ici, qui habitent ici, là, notre jugement va être sélectif, partiel et partial. Or, il faut leur donner la chance pour réussir en affaires. Okay. Donc, ce que j'entends, on revient un petit peu pareil à ce qu'a dit Marco sur les stéréotypes. Il ne faut pas s'arrêter. Un des facteurs facilitants, c'est de ne pas s'arrêter à un stéréotype entrepreneurial, oui, mais d'ouvrir aux différents profils d'entrepreneurs. Puis on va aller voir un peu après, justement, un peu les besoins de ces différents profils. Merci, Makram. Merci à vous. Manuela. Oui, je voudrais juste rajouter, ça, au niveau des barrières et des facilitants, je serais peut-être un petit peu moins technique, pas du tout sur le financement, mais au niveau des barrières, c'est sûr que l'aspect culturel, je pense qu'il ne faut pas le laisser de côté, là. Même si on pense comme immigrant, bien connaître le milieu, le Québec et tout ça, à un moment donné, on peut toujours se retrouver avec des incompréhensions, des subtilités qui peuvent faire en sorte que des fois il y a des choses que on peut faire qui finalement deviennent des blocages. L'autre aspect, c'est toute la question au niveau de l'isolement, et Marco en a parlé aussi, l'isolement dû souvent en fait à l'éloignement avec la famille. Quand on crée une entreprise, en fait, on rencontre un certain nombre d'étapes, des hauts, des bas, des fois des pandémies qui font perdre tous les contrats. Donc, ça fait que il faut, c'est ça, faut ne pas avoir en fait sa famille proche pour aider. Ça peut être compliqué, mais l'aspect positif dans tout ça, je pense, et la force ou les facilitants que moi, en tout cas, j'ai rencontrés. C'est toute la force d'un réseau.
Petit aparté, de mon côté, moi je suis arrivée comme étudiante à l'université à Rimouski. J'ai eu un directeur de recherche qui m'a mis en contact et c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier emploi au Québec. Ensuite, c'est ça, tout le réseau que je me suis créé en fait au fil des ans. Ça m'a permis à un moment donné de me dire peut-être que je peux devenir moi aussi entrepreneur et en fait cette force du réseau. Puis dans le réseau, souvent, on se fait aussi au fur et à mesure des amis. Ces amis remplacent d'un côté le manque de la famille. Donc, donc les facilitants, dans les facilitants, c'est la création d'un réseau. Un réseau, c'est ça, solide, pas forcément toujours très gros, mais sur des personnes clés sur qui on peut compter à différentes étapes. Là, c'est important, je pense. Encore plus quand tu crées une entreprise où tu peux avoir un certain nombre d'obstacles qui peuvent être différents que quand tu es immigrant, travailleur. Merci Manuela. On va aller voir Alexandre qui, lui, est vraiment plus spécifiquement dans le reprenariat. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités aussi par rapport aux facilitants et aux barrières dans le reprenariat pour les personnes immigrantes? Bon matin. Il y a déjà eu plusieurs éléments qui ont été dits ce matin. Je voudrais faire une petite parenthèse quand même, parce qu'on est tous ici, nous quatre, en tout cas, issus de l'immigration. Et il y a quelque chose quand même qui est assez porteur, c'est que on a tendance à oublier que les immigrants, nous, anciennement, nouveaux, assimilés, je ne sais pas quels sont les termes qu'il faut utiliser, mais on vient avec un projet. La plupart des gens qui viennent ici ont un projet. Se déraciner, faire le choix de quitter un réseau d'amis, qu'on soit étudiant, qu'on soit professionnel, qu'on soit entrepreneur. Et souvent, quand on vient, et c'est un très bon exemple, Makram, ce que vous avez dit, cette Colombienne qui est venue avec un projet et qui a voulu faire grandir ce projet-là. Alors je trouve que des fois, il devient beaucoup plus intéressant d'aller creuser ça et de faire parler de ces projets-là. On devrait raconter nos histoires d'immigrants au Québec. Le succès, évidemment, moi je prêche pour ma paroisse, mais les succès économiques d'immigrants au Québec sont incroyables, ils sont merveilleux. Et je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus. Ceci étant dit, les barrières, il y en a aussi beaucoup. J'ai un chiffre à vous donner et je vais ponctuer mes interventions de plusieurs chiffres, mais un chiffre a retenu mon attention depuis quelques semaines. 34 000 entreprises seront à reprendre au Québec d'ici 2025. 34 000. Le reprenariat est une des solutions dans les régions également pour la vitalité démographique, pour la vitalité économique. Alors je pense que je viens juste sur le fait qu'on n'en entend pas assez parler. Les possibilités sont très grandes. Et ça me fait toujours un peu de peine de voir des entreprises qui ferment faute de repreneurs, faute de projets, avec toutes les conséquences que ça a. Alors voilà, j'irai. Merci Alexandre, puis on va revenir un petit peu plus loin justement sur la situation du reprenariat. Alors deuxième question, si on se met maintenant dans les chaussures, et puis comme Alexandre vient de dire, on a tous, moi-même, des chaussures de personnes immigrantes. Et qu'on se met dans cette situation, justement, on va aller voir les besoins des personnes immigrantes sur ce parcours entrepreneurial. Quels sont spécifiquement ces besoins? Makram a donné l'exemple de cette personne colombienne. J'avais un autre exemple aussi d'une personne qu'on m'a communiqué, en fait, une personne qui est ingénieure, qui a 38 ans, qui est à Montréal, qui souhaite ouvrir un atelier de céramique d'art à Gaspé, monsieur le maire. Donc, elle est allée voir un conseiller en régionalisation et elle souhaite donc aller s'installer avec ses 2 enfants et son conjoint. Quels sont ses besoins sur ce parcours entre Montréal et Gaspé? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Quels sont ses besoins sur ce parcours? Et c'est arrivé à Gaspé pour ouvrir son atelier. Manuela. Je pense que déjà, Gaspé, c'est
peut-être pas la plus belle ville, parce qu'il y a Saint-Roch-des-Aunais avant, là, mais Gaspé, c'est pas mal. Donc, non, pour blague, non, au niveau des besoins, je pense que pour n'importe quelle entreprise, il faut connaître son marché. Et là, je suis pas conseillère en entreprise, hein, donc j'irai pas donner des conseils techniques, mais comprendre son marché, c'est dans quelle région en fait. Puis c'est bien beau de parler de régionalisation, mais les régions sont toutes différentes les unes des autres. Il faut, j'ai cité Saint-Roch-des-Aunais, moi j'habite à Saint-Roch, c'est un village de 1000 habitants. Et donc comprendre la région, comprendre comment les personnes, les entreprises, les clients, la clientèle fonctionnent dans sa région, mais aussi, Monsieur Marco a parlé de milieu de vie, dans quel milieu de vie l'entreprise va arriver, mais aussi dans quel bassin de vie. Le bassin de vie, c'est-à-dire que si tu t'installes dans une municipalité, dans une ville, c'est pas la même chose. Si tu arrives dans une municipalité de 1000 habitants, ton bassin de vie est beaucoup plus large. Tu es en lien avec souvent une ville de centralité, avec une cité régionale, avec une métropole, ça peut être Québec ou ça peut être Montréal. Donc comment ton entreprise va évoluer dans ce bassin de vie qui est aussi un bassin de vie pour l'entrepreneur et sa famille, mais aussi pour la clientèle. Et juste pour terminer, donc les besoins, je pense que c'est important pour un entrepreneur qui va s'installer en région de comprendre que s'il s'installe à Saint-Roch-des-Aunais, ça va être différent que de s'installer à La Pocatière. Moi, j'ai habité aussi à La Pocatière. La Pocatière, c'est une petite ville de centralité, mais ça va être aussi différent que d'habiter à Rimouski. J'ai habité à Rimouski, c'est une cité régionale qui est à 3 heures de Québec, ou d'habiter à Québec, parce que je pense que dans la régionalisation, on inclut la ville de Québec dans la régionalisation. Et j'ai aussi habité à Québec, puis c'est pas du tout la même façon de vivre et d'évoluer. Donc, autant pour l'entrepreneur que pour l'entreprise, bien comprendre tout ce que c'est en fait les régions du Québec. Et pour bien le comprendre, il faut peut-être y vivre. Et puis ça marche très bien, je pense, les séjours exploratoires. Mais au-delà des séjours exploratoires, avant de créer une entreprise, est-ce que on peut faire des séjours ou des plus longs, de vivre les 4 saisons? Monsieur Côté, je pense que ça ressort souvent dans nos ateliers de discussion. Vivre l'hiver en Gaspésie, c'est différent de vivre l'hiver à Québec ou à Drummondville. Donc un besoin d'expérimenter, et un besoin, quand vous dites de comprendre, donc un besoin qu'on m'explique peut-être aussi, et qu'on me fasse prendre conscience de ces différentes réalités territoriales, peut-être à ce niveau-là. Merci Manuela. Makram. Je reste dans la même lignée, mais toujours je l'aborde du point de vue financier. Là. Imaginons, monsieur, je le rencontre dans mon bureau. Là. La première question existentielle, est-ce que tu as fait une étude de faisabilité du projet? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réelle demande pour ce produit-service-là? Tu as fait une étude de marché sur place, tu as fait une collecte de données, Cali, Conti. L'autre point, ok, la faisabilité, elle est là. Par la suite, la viabilité du projet, est-ce que il va permettre de générer assez de liquidité pour couvrir tes besoins financiers, tes engagements financiers, parce qu'il ne faut pas oublier un prêt, c'est au même temps c'est une dette, il y a un paiement, capital et intérêt, donc il faut aller chercher cet effet de levier, donc la dette doit être génératrice de richesse pour lui, et ça il doit le faire sur place, ça veut dire avec les intervenants locaux, peu importe l'organisme là-bas, que ce soit les organismes d'accompagnement, de financement, comme ça il va avoir un feedback réel, parce que le monde qui travaille sur place vont ramener un input qui ne peut pas l'avoir s'il va le faire à distance, que ce soit surtout le niveau de la collecte de données. Donc ces éléments, parce que les bailleurs de fonds, oui, le plan d'affaires, il est là, mais ça reste, nous, on se base surtout sur des chiffres quantifiables. Il faut que tu me ramènes des éléments concrets. Et surtout au niveau de la prévision, je parlais de la viabilité. La viabilité n'est pas ponctuelle sur un an, on demande triennale sur 3 prochaines années.
Et surtout, le problème avec les entrepreneurs, je fais la parallèle à ce monsieur-là, c'est que lorsqu'il fait des projections, parfois ils sont dans l'impossibilité de défendre ces chiffres-là parce qu'ils sont basés sur des données macro, des choses qui existent dans Statistique Québec et Canada, qui sont, je dis pas que c'est pas bon, mais ça reste que parfois ils sont pas mis à jour, parfois ils sont déconnectés de la réalité. Donc à ce moment-là, on leur demande ramène-moi des éléments concrets, surtout aller sur place. Et comme il a dit Manuela, réseau, contacter les personnes ressources pour avoir la bonne information. Donc, besoin d'avoir un écosystème local Oui. qui va En plein accueillir ça. la personne et qui va la guider aussi dans ça. ces démarches-là. En plein ça, Peut-être en plein ça. Merci, Makram. Ouais. Alexandre, Oui, ben, j'abonde dans le même sens que Makram, plus d'incubateurs, d'accélérateurs dans nos régions, et ça le vaut, ça dépasse même les besoins des entrepreneurs immigrants. Je pense qu'il y a un besoin d'accélérer ça. Évidemment, le DigiHub est un exemple fantastique maintenant connu à travers le Québec et le monde. Je dois dire aussi, c'est un succès qui fonctionne très bien. Ceci étant dit, il y a aussi, et là je rejoins tout à fait aussi ce que disait Manuela, c'est que il y a le besoin vraiment de connaître l'environnement local, et ça, quelqu'un qui est natif de Montréal et qui s'émigre dans une région va vivre probablement le même décalage et le même dépaysement qu'un Français, qu'un Canadien ou n'importe qui viendrait s'installer dans une région. Donc je pense que c'est propre, c'est la régionalisation. L'entrepreneuriat régional reste une spécificité différente au Québec, et je pense que c'est quelque chose qui est universel un peu. Donc je pense que de s'intéresser, d'avoir accès à de l'information rapidement, d'avoir des incubateurs et des accélérateurs et de l'accompagnement, je pense que c'est des besoins très importants. est-ce que vous l'avez justement dans l'écosystème plus du reprenariat? On a une structure, nous, qui est régionale aussi, donc on a notre siège social qui est à Montréal, mais on a évidemment, dans chaque région du Québec, on a un ou plusieurs employés qui sont spécialisés dans le reprenariat. Est-ce que c'est suffisant? Non. Bien sûr que non. On est obligé de travailler avec des partenaires, avec des MRC, et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens autour de l'entrepreneur. Donc, à nous tout seuls, évidemment, ça n'est pas suffisant. Donc, je pense que la clé, c'est dans un accompagnement qui est polyvalent, différent, où les gens travaillent ensemble. Et ça, je pense que le partenariat régional va accélérer le taux de succès. De faire tout seul ou de créer une structure responsable de tout, je pense que c'est pratiquement impossible. Voilà. Merci Alexandre. Alors Philippe, vous vivez vraiment avec le DigiHub justement cet accueil des personnes immigrantes en région. Quels sont les besoins qui sont émis par vos membres et puis que vous venez, auxquels vous répondez peut-être sûrement? Oui, ben, en tout cas, ce qu'on a bien compris ici au DigiHub à Shawinigan, c'est que la porte d'entrée des immigrants, des entrepreneurs immigrants, c'est l'aéroport de Montréal, tout d'abord. Donc évidemment, on ne va pas aller sur place à des pancartes pour les accueillir. On pourrait le faire, mais je pense que mon amie Hélène y a pensé d'ailleurs. Mais on a besoin de se mettre en relation avec des organismes à Montréal qui sont déjà sur place. On est partenaire avec la base entrepreneuriale HEC Montréal. On est partenaire avec l'organisme Entreprendre ici. On comprend que c'est comme ça, en établissant des passerelles, qu'on va pouvoir attirer ces gens en région, au moins leur montrer ce que nous faisons à Shawinigan, entre autres. Donc on a mis en place des outils. On a une plateforme d'inclusion et d'impact avec HEC Montréal, notamment, pour que ces gens qui arrivent à Montréal, qui sont formés à Montréal, puissent après découvrir milieu entrepreneurial en région. Donc ces gens vont arriver évidemment à Shawinigan. Alors il y a le côté évidemment familial. Ces gens, il ne faut pas l'oublier, enfin je dis ces gens, mais ces entrepreneurs immigrants ont choisi le Canada et ont préféré le Québec. Donc il faut penser déjà que ces gens nous ont choisis et qui viennent en toute connaissance de cause s'installer chez nous. Donc évidemment, ils doivent pouvoir y trouver les mêmes services que tout un chacun. Donc avec évidemment quelques petites choses en plus. Nous on a la chance, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le service d'accueil des nouveaux arrivants, donc le SANA Shawinigan, qui permet
une intégration peut-être plus rapide, au moins de comprendre c'est quoi la poutine et puis comment il faut la déguster, c'est quoi la région de Shawinigan. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les gens veulent pas uniquement du travail s'ils viennent au Québec, s'ils veulent aussi avoir une qualité de vie. Il y a toujours ces clichés des grands espaces, des lacs, etc. Bon, s'ils peuvent le vivre, c'est encore mieux. Et puis, évidemment, ils arrivent, comme on le dit, on est un peu isolé. On n'a pas de famille, on n'a pas nécessairement d'amis non plus. Donc, on arrive dans une région où on se retrouve un peu isolé. Donc, dès le départ, au travers des organismes qui sont mis en place, on se retrouve avec une communauté chaleureuse qui nous accueille et puis qui nous accompagne et qui nous épaule. Au niveau entrepreneurial, ce que nous faisons au DigiUp, c'est évidemment le parrainage. Donc, une entreprise qui vient a un panier de services qui est adapté à ses besoins, à ses particularités. Donc, c'est ce que nous avons fait avec HEC Montréal, mais aussi avec nos partenaires locaux. Donc, ces gens qui viennent donc apprennent un petit peu c'est quoi la comptabilité au Québec, c'est quoi le registraire des entreprises. Bon, il y a tout, je dirais, tout un défi là de se réadapter, de se réajuster avec la réalité de l'endroit où on est installé. Mais oui, je pense qu'il ne faut pas les prendre, les mettre dans un silo en disant lui il vient d'ailleurs, donc il a. Je pense qu'il faut pour les intégrer rapidement, il faut qu'ils se sentent comme les autres. Bon, nous on fait des missions économiques, évidemment, on essaie de faire rayonner notre région. L'attractivité c'est bien, mais évidemment après, comme on le disait, la rétention c'est important aussi. Il faut travailler la rétention. Il ne faut pas que les gens, au bout du premier hiver, se disent moi, je vais aller ailleurs parce que l'herbe est plus verte. Donc, en tout cas, c'est un gros défi, mais quand on a les bonnes personnes autour de la table, quand on a une pluralité d'acteurs là, qui pensent tous à ce côté positif, à cet enrichissement qu'est l'arrivée de nouveaux arrivants qui viennent bonifier. On parle d'écosystème, évidemment, qui viennent bonifier cet écosystème. Je pense que c'est une chance qu'il faut saisir, c'est une chance qu'il faut démultiplier et surtout le voir du côté positif. Il faut arrêter, comme je disais tout à l'heure, les clichés. Bon, on est au XXe siècle, il faut passer à autre chose aujourd'hui. Et il faut tous se serrer la main. Je sais que le DigiUp, on parle du DigiUp, mais on a créé un consortium d'incubateurs accélérateurs du Québec. Donc, vous savez, chacun a une saveur particulière. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'un nouvel arrivant qui veut travailler, évidemment, dans une pisciculture, bon, il va pas, s'il se retrouve à la TUC, ce sera peut-être plus embêtant, ou peut-être que si c'est dans l'économie bleue, l'incubateur de Rimouski sera plus adapté. En tout cas, on voudrait, je dirais, avoir cette vision. Vous savez, le Québec, c'est une mosaïque de territoires. Et puis, ce qui en fait la beauté, c'est quand on le regarde un peu dans son entièreté. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Il faut mettre en place des outils, justement, pour faciliter l'accueil de ces nouveaux arrivants. Bon, c'est ce qui est fait dans certains cas. Et puis, surtout, c'est un parcours du combattant aussi. Je disais, de faciliter un peu l'arrivée des nouveaux arrivants. Moi, j'étais en déplacement du côté d'Ottawa à Gatineau, où là, en riant, quelqu'un me disait, à Gatineau, on a plus d'organismes de développement économique que de start-up. Donc, à un moment donné, évidemment, il faut trouver, cheminer au travers de tous ces organismes. C'est pas toujours évident. Chacun a sa spécificité qui est importante, évidemment. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut outiller ces nouveaux arrivants pour qu'ils aillent à l'essentiel. Et puis que, évidemment, trouver des solutions de financement, c'est pas toujours facile. Et on arrive avec un petit pécule, et puis évidemment, il a vite fait de fondre si on ne trouve pas des revenus rapidement pour le compenser. Donc voilà, c'est un tout. Puis je suis heureux de voir qu'il y a autant de gens qui s'y intéressent aujourd'hui, parce que ça va être un effort commun pour y arriver. Et il faut aller de l'avant, c'est clair. Merci Philippe. Alors j'entends vous avez dit dans les besoins de comprendre un peu les codes aussi de l'écosystème entrepreneurial au Québec. Donc là, vous avez mis en place justement un accompagnement pour comprendre comment ça fonctionne ici. Bon, c'est pas parce qu'on a été entrepreneur dans un autre pays que ça fonctionne de la même façon ici. Les modèles d'affaires ne peuvent pas être copiés, je suppose, d'un pays à l'autre. Vous avez aussi commencé à parler de la prochaine question, de l'écosystème, en fait, justement, de l'importance des forces de l'écosystème entrepreneurial au Québec pour soutenir spécifiquement ces personnes immigrantes. Alors, quelles sont ces forces, Manuela, puis quelles sont peut-être... Ah non, c'est Macram, hein. Oui, c'est ça, vous avez eu peur, hein, c'est ça, excusez-moi. Macram, vous êtes prêt? La question, c'est...
Les forces de l'écosystème, c'est ça? C'est bien, ça réveille un petit peu. Hein. En fait, j'ai fait exprès de... Quelles sont les forces actuelles de l'écosystème pour soutenir les personnes immigrantes? Et aussi, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? On a déjà abordé un petit peu, justement, la structure de l'écosystème et tout ça. Quelles sont les forces actuelles? OK. La première fois, si on voit l'écosystème entrepreneurial ici au Québec, de façon générale, il est pas mal solide, dans le sens, il y a plusieurs intervenants, à plusieurs stades d'évolution. On a parlé de la relève, que ce soit démarrage, développement, croissance. Ça, c'est un atout majeur. Aussi, les organismes d'interface, de sensibilisation d'information, les organismes d'accompagnement, les incubateurs, les accélérateurs, les organismes de financement, public, parapublic et privé. Ça, c'est top, ça, c'est très bien. Toutefois, moi, personnellement, j'ai 20 ans au Québec, ça fait 15 ans d'entrepreneuriat en financement. Chaque fois, j'entends parler d'un nouveau programme. Je peux pas. L'être humain, on n'a pas un Pentium 4. On a une capacité limitée de stockage d'informations, fait qu'on n'a pas toujours ce réflexe d'avoir une mise à jour. Et ça, c'est le rôle de l'écosystème. L'écosystème, vraiment, il est big, mais l'entrepreneur, surtout immigrant, lorsqu'il embarque, il est envahi d'informations, il ne sait pas où est la direction, il n'a pas un GPS, donc il faut créer un GPS. Le GPS, tout simplement, c'est quoi? C'est avoir un guichet unique. Le guichet unique, ça veut dire qu'il va jouer le rôle de portail d'entrée, d'orientation et d'interconnexion. Parce que moi, imaginez, je me lance en affaires, en démarrage, je suis en entreprise en démarrage. Là, j'ai besoin de... Qu'est-ce que je dois faire? Qui va m'aider à me structurer mon projet? OK, premier élément, tu dois t'asseoir avec un conseiller en orientation au niveau de lancement du projet. Ça veut dire quoi? Comment concevoir un plan d'affaires? OK, il y a un organisme de formation offert par Emploi Québec avec une bourse. Par exemple, si vous connaissez le programme ST1, ça vous dit quelque chose? Plusieurs programmes dans ce sens-là, c'est des programmes subventionnés par l'État de Québec, le gouvernement de Québec, qui va supporter l'entrepreneur pendant 12 mois. Les 6 premiers mois à peu près, ils font tout ce qui est rédaction de plans d'affaires avec des conseillers chevronnés, avec des interventions d'experts dans le domaine. Par la suite, il y a le volet vente-conseil. Pendant 6 mois, le volet vente-conseil va le coacher au moins de point de vue pitch de vente, comment négocier, comment faire service à la clientèle, tout ce volet-là. Parce que tu peux être bon dans ce que tu fais, pas forcément tu es bon au niveau de vente. Donc ça, pour ce qui est rédaction de plan d'affaires. Par la suite, on l'accompagne jusqu'à le financement, etc. Donc, je reviens pour dire, l'écosystème, il est solide, juste qu'il faut avoir un sort de GPS. Dernier point, j'aimerais ajouter dans ce sens-là, c'est que moi, je recommande un jour, j'espère un jour, je travaille beaucoup dans les analyses de données, j'aime beaucoup tout ce qui est statistique, j'enseigne à l'université, tout ce qui est base de données. Nous, si on arrive à créer une base de données commune, une base de données qui permet d'accéder à l'information en tout temps et en temps réel, de manière que le promoteur, parce que j'ai dit tout à l'heure, le nerf de la guerre en entrepreneuriat, peu importe ce que tu fais là, c'est l'information. Donc si on a une base de données accessible en tout temps, qui est en mise à jour, ça va permettre d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour les entrepreneurs, ça va augmenter la probabilité de réussite. Et l'accès à l'information, il est aussi utile en démarrage qu'en phase de croissance. Donc ça, c'est Donc l'accès à l'information important, d'avoir comme un guide finalement en tant que personne immigrante aussi qui nous aide à naviguer dans l'écosystème et à savoir à quel moment j'ai besoin du bon intermédiaire aussi, parce qu'effectivement il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est à ce moment-là que j'ai besoin de telle ou telle organisation? Je termine avec cet exemple-là, parce que je sais tout le monde il aime les exemples concrets, là plutôt de parler de la théorie. C'est que j'ai élevé un entrepreneur immigrant au stade de démarrage. Le projet, il est bon. Il y a un produit à base de sirop d'érable, c'est un produit alimentaire bio, je ne vais pas dire le nom, on va dire en tout cas bio. Il a développé avec un chef français, produit vraiment à fort valeur ajoutée. La problématique, on est arrivé à l'étape de commercialisation. Vous savez, commercialiser un produit, c'est tout un défi. Donc, le promouvoir, le rendre plus attrayant, etc., à travers une compagnie électronique, le conditionnement, l'emballage, tout ça. Ça, on a besoin d'un consultant expert. Alors, le consultant, ça peut aller jusqu'à 15-20 000 interventions. Il n'a pas de sous, le monsieur. Okay? Alors, de fil en aiguille, on cherchait, on a tombé un programme offert par le gouvernement de Québec à travers le ministère de l'Agriculture et Pêcherie, le MAPAC, qui s'appelle l'Agri-Conseil. Je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît l'Agri-Conseil. Il a obtenu une subvention de 40 000 $. Ça a permis de couvrir toutes ses charges. Parce que MAPAC, le Agri-Conseil, couvre tout ce qu'on aurait professionnel, que ce soit marketing, juridique, etc. Donc, le projet maintenant roule, ça fait après 4 ans.
Le monsieur, il est dans tout, après 275 EGA de Québec. Il est chez Provigo aussi, là. Donc, juste pour vous dire, cette subvention-là qui a changé complètement la vie de cet entrepreneur-là, à travers l'information qu'on a reçue. Okay. Donc, super, merci Makram. Manuela? Oui, si je peux rajouter brièvement, parce que le temps je vais vous demander très vite. aussi. Oui. Au niveau des forces actuelles, Makram l'a dit, puis il y a beaucoup d'intervenants, d'organismes et tout ça, ce qui représente un très grand défi. On pense connaître sur son territoire les différents intervenants, les organismes que l'on voit ou côtoie tous les jours. Mais en fait, des fois, on connaît pas bien les services qu'ils offrent vraiment sur le terrain. Pour avoir fait l'élaboration de quelques plans d'action de PAC avec des MRC, ça a permis aussi de faire ressortir lors de ces démarches-là que c'est ça, les organismes ne se connaissent pas toujours très bien. Et donc, c'est vraiment, tu le citais, Makram, le guichet unique, mais je reviens toujours à ce défi, le guichet unique, pour qui et pourquoi? Parce que si, en fait, puis je suis pour le guichet unique, parce que justement, pour la MRC des Appalaches, ça a été un réel besoin de mettre en place ce guichet unique, mais aussi à une autre échelle, des fois, on se rend compte, et puis là, je vais citer le bel exemple en Beauce, en fait, au niveau à l'échelle plus locale, à l'échelle des municipalités, des plus petites municipalités, d'avoir une porte d'entrée. Et en fait, dans les 3 Beauce, qu'on appelle les 3 MRC de Beauce, il y a la mise en place des SAIM, des structures d'accueil d'intégration municipale, où là on est au niveau les employeurs, le secteur municipal, des conseillers municipaux sont présents et sont comme aussi une première porte d'entrée. Donc à chaque échelle, on peut avoir des différents guichets uniques. Donc je sais que ça multiplie, ça devient complexe, mais aussi à chaque région, à chaque territoire, sa réalité. Et l'autre, je voudrais juste rajouter, je pense que une des forces qu'on a actuellement, c'est justement avec le PAC municipal, c'est d'avoir l'implication puis la volonté du secteur municipal de vouloir en faire davantage et d'être encore plus en relation avec l'écosystème entrepreneurial, communautaire et donc ça, on l'a remarqué lors des différentes démarches. Il y a vraiment une volonté des élus municipaux d'en faire plus pour faire en sorte que les personnes immigrantes, mais aussi donc les entrepreneurs soient bien accueillis puis aient une activité pérenne. Merci Manuela. Philippe, de façon concise, parce que puis après Alexandre. Mais le mot concis me va pas bien, donc je vais essayer de faire des efforts. Ben oui, il y a beaucoup de choses à dire en peu de temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que les municipalités, encore une fois, je vais parler de Shawinigan évidemment, puisque je connais bien, mais mettent en place des outils, des processus. Je vois qu'on a le rendez-vous RH bientôt. Avant, il était tourné vers les chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, ils cherchent à outiller les entreprises, les organismes, à comprendre les enjeux, évidemment, et puis à s'adapter en fonction de l'actualité du moment. Donc, c'est un rendez-vous important pour comprendre un petit peu cet entrepreneuriat immigrant, comment le faciliter, comment, évidemment, le favoriser. Mais aussi, j'en parlais tout à l'heure, de regroupement d'incubateurs accélérateurs. Donc on essaie de voir les meilleures expertises des uns pour les appliquer sur les autres. Et puis évidemment au profit des nouveaux arrivants qui profitent, on va dire, un peu de ces paniers de services améliorés, boostés, qui évidemment sont plus attractifs que s'il y avait rien. Puis évidemment on met nous-mêmes en place nos propres outils. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les nouveaux arrivants, c'est cette nouvelle génération qui... on parle de pénurie d'emploi, mais il faut penser aussi que nos jeunes et moins jeunes, aujourd'hui, sont plus mobiles. Ça passe d'un emploi à l'autre, donc parfois avec des outils différents. Les médias sociaux aident beaucoup. Donc nous, on a décidé de mettre en place un outil
qui va être lancé très prochainement, que l'on appelle Starting Block, Startup Innovation Blockchain, donc c'est une application mobile un peu dans le métaverse qui va permettre aux nouveaux arrivants et aux autres de mettre en place une feuille de route, de comprendre quels sont les organismes à chacune des étapes qui vont les aider à franchir l'étape pour aller à la suivante. Puis avec une visibilité à la fois pour les organismes et puis pour ces startups, voir exactement où elles sont rendues, qui elles ont rencontré avant et qu'est-ce qui reste comme étape à franchir avant d'arriver, je dirais, au projet entrepreneurial. Alors, des projets entrepreneuriaux, c'est bien, Shawinigan a connu des jours meilleurs, départ des grandes industries. Il y a eu la mise en place d'une communauté entrepreneuriale, d'un centre d'entrepreneuriat, d'un DigiHub. Tout ça fait que les intentions d'entreprendre se sont démultipliées, ont augmenté considérablement. Aujourd'hui, la ville de Shawinigan est un exemple pour les autres municipalités du Québec. Pour comprendre pourquoi, je vous invite à venir nous y rencontrer. Mais en tout cas, on est accueillant aussi pour les autres régions du Québec, donc pourquoi pas pour les gens qui arrivent d'ailleurs. Donc c'est toutes ces petites choses qui, quand elles sont mises bout à bout, font que un territoire va devenir accueillant. Les gens n'arrivent pas à Shawinigan par hasard, évidemment. Il faut qu'il y ait des incitatifs. Et surtout, il faut qu'ils aient le sentiment que quand ils vont arriver, ils vont être accueillis, compris et épaulés. Ça, c'est important. Donc, parrainés. On ne va pas garder, être derrière eux en permanence, mais par contre, on peut les parrainer avec d'autres entreprises qui vont venir les accompagner, qui vont venir les épauler, comme je disais. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir ce sentiment de ne plus être seul, d'avoir d'autres cas concrets. En reprenariat, je parlerai d'un cas concret aussi, d'une expérience locale, mais en tout cas, je pense qu'on a tout intérêt à apprendre les uns des autres et puis à s'ajuster pour aller de l'avant. Je l'ai dit et je le répète. Donc l'importance de la structure, de l'infrastructure, de l'écosystème finalement d'une région à l'autre. Je suppose qu'il y a des disparités où il n'y a pas forcément d'équité aussi dans le système, l'écosystème entrepreneurial. Donc l'important que la région se dote elle-même d'une infrastructure et d'acteurs en fait pour soutenir l'entrepreneuriat. Alexandre, on va passer directement à la question suivante. À quelles conditions pouvons-nous assurer des opportunités de reprenariat auprès des personnes immigrantes? C'est une question qui vous est dédiée. Oui, pas complètement. Évidemment, je vais la partager très généreusement avec mes collègues. Je vais vous donner quelques chiffres en partant. Les intentions de céder une entreprise au Québec ont doublé durant la dernière année, particulièrement pour des conditions qui sont reliées à l'inflation, le manque de main-d'œuvre, des défis dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et tous ces éléments-là font qu'on se retrouve avec une panoplie d'entreprises qui vont être, entre guillemets, disponibles. Et là, on a deux façons de voir les choses. Ou elles ferment, ou elles perdurent. Et l'accès au reprenariat est une des solutions très importantes, mais malheureusement, elle est mal connue. Je vais vous donner un autre chiffre qui m'a particulièrement frappé quand j'ai préparé l'activité d'aujourd'hui. Il a fallu que je le relise 2 fois. Le degré, le taux d'entrepreneurs au Québec est en décroissance. Ça, on le savait déjà. Ce qui m'a marqué, c'est la rapidité. On était à 14% en 2014 et savez-vous, en 2020, on est à 5%. On est passé de 14% à 5% en quelques années seulement. Et ça ne fait que s'accélérer. Ce qu'on a comme autre défi, c'est que 70% des PME québécoises disparaissent lors du passage de la première à la deuxième génération. Quand vous passez à la troisième génération, on est à 90%. 90% après 2 générations des entreprises québécoises disparaissent. Et c'est sans compter la vente et la disparition des sièges sociaux qui se font à l'étranger d'une entreprise québécoise qui est vendue aux intérêts américains, etc., etc. Okay. La vitalité donc économique du Québec ne demande qu'à grandir, ne demande qu'à être là, mais on a un problème de reprise, on a un problème d'effectifs, on a un problème d'entrepreneurs. Et ça a un impact sur notre PIB, ça a un impact sur nos structures économiques, ça a un impact sur notre vitalité économique régionale. Et je pense que s'il y a des élus et s'il y a des
des gens qui peuvent écouter ces choses-là, je pense que c'est très important. Il ne faut pas agiter ça avec un drapeau rouge, mais enfin, je pense qu'il est vraiment temps de réaliser qu'on n'a plus l'occasion ni le luxe de perdre nos entrepreneurs. C'est nos richesses collectives. Ce qui arrive aussi, c'est que la transformation des entreprises du Québec depuis 10 ans nous montre qu'on est de plus en plus vers un rétrécissement des entreprises. Ça fait qu'on a une démultiplication des nouvelles entreprises, des micro-entreprises, on en a beaucoup, mais de réussir à les faire grandir et d'assurer une croissance régulière, les statistiques jouent contre nous. On se rend compte qu'on a de la difficulté. Alors, soit on vend à un degré de maturité assez élevé, soit elles disparaissent. Je vous fais un portrait qui est peut-être un peu dramatique, mais dans les faits, je pense que ça touche aussi beaucoup d'autres pays. Là, on n'est pas les seuls dans cette situation. Je finirai donc les conditions pour assurer. Je pense qu'il faut, faire connaître les avantages du reprenariat. Chez nous, on a mis en place un index. Alors, pour faire un jeu de mots sur les idées du début, qui est ni plus ni moins que le Tinder du reprenariat, on met ensemble des acheteurs et des vendeurs, et de façon très discrète, parce qu'évidemment, quand vous êtes un cédant, c'est un peu difficile d'afficher publiquement qu'on cherche à vendre. Ça peut avoir un impact sur votre clientèle, sur vos employés, etc. Et je pense que ces occasions d'affaires-là devraient être connues et mises de l'avant. L'autre chose, c'est que on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Visa Reprenariat. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette idée-là, qui est de dire pouvons-nous créer un visa spécifique, facilitant pour des immigrants qui ont un projet de reprise et pour faciliter justement et accélérer la reprise des entreprises québécoises pour des gens qui veulent immigrer et s'installer ici. Alors, ce ne sont que quelques exemples. Je finirai sur une chose. On a, je pense, tout l'écosystème nécessaire pour accompagner l'entreprise, mais on a tous collectivement à travailler encore ensemble. Je sais que ce discours-là est un peu cliché parce que ça fait plus d'une 20 ans que je suis au Québec et je l'entends, mais on a encore beaucoup à essayer de travailler ensemble, de comprendre ce que font nos organismes, d'essayer d'évoluer à travers un projet et de mettre au cœur de nos intérêts l'intérêt des entrepreneurs et des clients qui sont nos immigrants et qui sont nos entrepreneurs. Voilà. Merci Alexandre. Alors je vois que Denis est prêt à monter sur scène. Je vais donner une baguette magique. Denis, j'ai encore 3 minutes? Oui. Une baguette, si je vous donnais une baguette magique à chacun et que vous auriez à appliquer sur un élément qui améliorerait le soutien des personnes immigrantes sur le parcours entrepreneurial, sur quel élément vous iriez frapper avec votre baguette magique? Qui veut commencer? Ah ben là, Macram. Je commence. Baguette magique, j'essaie de prendre baguette magique. OK. Moi, mon avis, c'est que une chose importante, il faut encourager, stimuler les entrepreneurs immigrants de se lancer en affaires dans les régions. Le gouvernement le fait, il faut le faire d'avance, c'est-à-dire davantage. Autre chose importante, il faut que le message soit transmis à ce monde-là pour dire le gouvernement compte sur vous. Vous avez un rôle important, prépondérant au niveau du développement de l'économie québécoise. On a parlé tout à l'heure de la création d'emplois. On sait pertinemment ces projets-là, une fois sont créés, ça va créer de l'emploi pour eux, pour autrui. Donc, ça devient... N'oublie pas, le taux de chômage, c'est 2 fois plus élevé. Attention, Macram, juste un élément. Hein. Ah, OK. C'est ça. Je laisse la parole. À qui passez-vous la baguette magique? Je passe à Manuela. Merci. Merci beaucoup, Macram. Je la trouve très, très difficile, cette question. Et puis, mais je voudrais juste revenir sur un élément que Alexandre a cité tout à l'heure. On parle de projet de vie. Là. Quand on fait un processus d'immigration, on a un projet de vie. Et souvent, quand on démarre une entreprise, c'est aussi à la fois un projet de vie et puis ça a un impact sur la famille, les enfants et tout ça. Je sais pas si j'ai pas de solution, j'ai pas de baguette magique, j'ai plus une question. Donc, comment faire en sorte que ces 2 projets de vie ne soient pas encore plus compliqués à gérer
parce que c'est ça, là, c'est beaucoup d'investissement, et donc c'est complexe, et donc c'est la gestion de tout ça dans la création et le démarrage d'une entreprise. Ouais, donc d'inclure le volet émotionnel, hein, qui est important. À qui passez-vous votre baguette magique, Manuela? Alexandre? Merci. Alors, si j'avais une baguette magique, je serais Premier ministre du Québec. Ensuite, je dirais à mon ministre de l'Immigration d'augmenter les seuils d'immigration. Oh. Significativement. Et je nommerais Philippe comme ministre de la Famille. Voilà, c'est ce que je ferais. Vous avez un droit de réponse, Philippe. Merci de me prendre déjà dans ton cabinet. C'est un privilège. Moi, on a zappé un peu le reprenariat là, mais je veux juste dire que dans les barrières, il y a aussi la reconnaissance des diplômes c'est assez ennuyeux des fois. C'est bien de vouloir reprendre une entreprise, mais quand on est expert dans son pays et puis que voilà, on arrive ici puis on nous dit non, finalement il faut reprendre au moins tu as 2 ans. Je vois l'exemple d'un ami dentiste, je dis vite fait, qui a vendu son cabinet en France, qui investit massivement ici dans la région, et puis qui n'est pas capable de reprendre un autre cabinet parce que le collège des dentistes, je ne sais pas comment on le nomme ici, mais en tout cas lui demande de faire un stage de 2 ans dans un autre cabinet où les gens sont débordés puis n'ont pas le temps de s'occuper de quelqu'un qui arrive là. Donc il est là dans l'expectative et il trouve pas de solution. Donc c'est ennuyeux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc et puis si j'avais une baguette magique, peut-être que je parlerais moi aussi au gouvernement là, quel qu'il soit là, pour dire. Puis j'ai noté que l'entrepreneuriat immigrant devrait être au cœur des développements économiques pour la prospérité des régions, et que nous devons faciliter les intentions d'entreprendre. C'est notre objectif, c'est notre but, et puis nous allons continuer à nous y consacrer. Merci. Merci à vous 4.